cinquième partie, donc on en est à la diffusion du système de l'Abgad développé dans le contexte de Canaan, en phénicien, en araméen, en hébreu primitif. Système qui se diffuse également vers le sud, qui se diffuse et qui va donner l'alphabet sabéen, qui se diffuse probablement à partir du XIe siècle aussi, à partir de l'espace du Sinaï, de manière indépendante. Et le sabéen, donc, qui est un système pratiquement indépendant de tout le reste du système alphabétique, mais qui a probablement une source commune à partir du sinaïtique. Donc on est vraiment sur une radiation évolutive vers l'Orient à travers l'empire perse achéménide au 5e, 4e siècle, qui va développer l'alphabet indien, le brahmi et les alphabets dravidiens à travers la zone de contact du Kharoshti. Et de l'autre côté, évidemment, c'est le grec, l'étrusque, qui se développe en parallèle du phénicien, le punique, qui est une évolution du phénicien d'Afrique du Nord, et un certain nombre de systèmes ibériques qui sont eux-mêmes des adaptations du phénicien. Et de là, donc, on passe de l'étrusque, on passe aux alphabets celtes, runiques et latins, et puis finalement, évidemment, le latin qui domine. Et donc il y a, à ce moment-là, l'Abgad était uniquement consonantique, comme on l'a vu, et on a un passage donc avec l'invention des voyelles, et en fait c'est une systématisation d'un système de voyelles qui existait, en fait, qui était lui-même en train d'apparaître dans le monde sémitique, dans le monde phénicien, hébreu, araméen. Donc sur ce vase archaïque grec, on voit un sens de lecture grec, de droite à gauche, exactement comme dans le système phénicien, hébreu, araméen. Le système de gauche à droite ne se développe que relativement tardivement, à l'époque archaïque, en passant d'abord par le boustrophédon, c'est-à-dire la lecture de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite, et on a fini par rester sur une lecture de gauche à droite, et on voit les autres systèmes. On voit la grande variété en fait d'adaptation de l'alphabet phénicien dans les différentes cités grecques. On est très très loin d'avoir la systématisation qu'on imagine pour la période archaïque. Et donc, cette invention des voyelles grecques est en fait pas réellement une invention grecque des voyelles. En réalité, à partir donc de l'alphabet cananéen, c'est-à-dire phénicien, hébreu primitif, araméen, on va développer ce qu'on appelle un usage de mater-lectionis très rapidement dans les dialectes sémitiques de la côte syrienne de Canaan. Ces mater-lectionis vont donner eux-mêmes les voyelles qu'on connaît ici en arabe, qui est l'arabe étant lui-même une évolution de l'alphabet araméen. Et donc le aleph, qui est une consonne, un coup de glotte guttural, va être utilisé pour sa valeur vocalique a, appelée alpha en grec. Mais cette valeur vocalique, on la retrouve aussi dans l'usage de la mater-lectionis a, qu'on retrouve en hébreu, qu'on retrouve en araméen, qu'on retrouve en arabe. Même chose donc pour le he, qui est une consonne, la consonne he, qui va être utilisée pour sa valeur e vocalique, mais qui est en fait une mater-lectionis et déjà dans les langues cananéennes d'origine. Donc même chose pour le yod, qui est une consonne, qui est utilisée comme mater-lectionis du i et du e dans les langues sémitiques. Vous voyez ici sa forme en arabe. Et donc l'invention de la voyelle i en grec n'est pas unique, on la trouve dans les langues sémitiques du Proche-Orient. Le aïn, lui, évidemment, n'a pas d'usage vocalique, n'a pas d'usage de mater-lectionis dans les langues sémitiques, mais il va permettre aux Grecs d'inventer un signe pour leur propre voyelle omicron. Enfin, le we, qui est une consonne, est utilisé aussi comme mater-lectionis du ou et du o dans les langues sémitiques. Vous voyez ici son usage, toujours en arabe, soit de consonne, soit de voyelle ou. Donc ça n'est pas propre au grec, cette prononciation du we en u, qu'on trouve dans upsilon. Alors, donc, dans cette radiation évolutive, il faut dire un tout petit mot sur ces emprunts du phénicien qui se développent en péninsule ibérique. La péninsule ibérique est beaucoup plus influencée par la civilisation phénicienne et punique à partir du 6e, 5e siècle avant notre ère que par la civilisation grecque. Et donc, on a vraiment une importation directe du système grec. Et là, on va avoir l'invention en Espagne d'un système à syllabes, d'un syllabaire, donc avec des variations très importantes parfois de même signes consonantiques pour leurs différentes voyelles de contact. Et donc on a un semi-syllabaire qui est vraiment une particularité des systèmes ibériques qui se développent
pendant l'âge du fer et la période punique. Et donc je vais vous parler un petit peu de cette évolution donc de l'écriture, l'alphabet araméen, l'abgad araméen, qui se développe à l'époque impériale selon cette forme qui reste pour nous intuitivement l'alphabet hébreu, qui est en fait l'alphabet utilisé pour transcrire la langue du Talmud, qui est l'araméen, et donc également pour transcrire la langue biblique hébraïque, mais pas avec l'alphabet hébreu, qui est en fait presque identique à l'alphabet phénicien, mais bien avec cet alphabet araméen d'Empire, de l'époque, entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Ici, donc, on a un bol magique écrit avec cet alphabet araméen, judéo-araméen. On a un autre alphabet araméen ici, donc un usage de l'araméen en Géorgie, en parallèle du grec, au 2e siècle de notre ère. Alors, voilà d'autres usages de l'araméen. Donc en Syrie du Nord, l'origine vraiment des royaumes araméens, le premier alphabet araméen qu'on voit ici en haut de cette orthostate, de cette pierre dressée sur sa tranche, une espèce de plinthe géante qui entourait les temples et les palais. Et donc on voit qu'on a un système qui est très très proche graphiquement encore du phénicien, de l'hébreu primitif, du cananéen. Et ici donc une autre adaptation de l'araméen pour écrire la langue persane. Donc le moyen persan et aussi le parthe et le persan qui vont s'écrire avec ce système araméen adapté. Et donc on va passer aussi progressivement de l'araméen d'Empire, on va passer à des formes cursives, un passage au cursif qu'on retrouve dans plusieurs systèmes alphabétiques. Passage alphabétique ici, donc voilà comment abgadé en araméen d'Empire devient abgadé en syriaque, et donc ici on a une mosaïque avec cet alphabet araméen adapté de Syrie du Nord qu'on appelle le syriaque. Encore d'autres évolutions donc, de l'araméen au Proche-Orient, donc un araméen du nord de l'Irak qui n'est pas encore complètement cursif, et un araméen de Palmyre, qui est lui non plus, qui ressemble à l'araméen d'Empire, un araméen nabatéen du 1er siècle de notre ère, qui n'est pas encore cursif, et le passage, donc cet araméen nabatéen du sud de la Jordanie, de ce passage au cursif, qui est l'ancêtre donc de cet arabo-nabatéen qu'on trouve dans le sud de l'Arabie saoudite actuelle, à la fin du 5e siècle, et qui est l'origine de l'arabe. Arabe qui est lui cursif exactement comme le syriaque, mais pas de manière phylogénétique. C'est une convergence évolutive à partir d'une même matrice araméenne d'empire. Et l'araméen, quand il arrive en Inde, à l'époque achéménide, donc il arrive en Inde, il est adapté à la langue indienne, et la langue indienne va faire la même évolution, une évolution assez similaire à ce qui va se passer en péninsule ibérique, mais avec un beaucoup plus grand succès évolutif. Ça va être cette adaptation donc en syllabaire, qu'on appelle l'abougida. On passe donc de l'abgad consonantique avec des voyelles à un abougida, c'est-à-dire qu'on a un signe différent ou un signe légèrement modifié pour chaque voyelle. Et c'est ce qu'on va trouver dès le kharoshti, qui est donc la langue, le système alphabétique et abougidesque, donc le syllabaire, qui se développe dans le nord-ouest de l'Inde, dans le nord du Pakistan actuel, dans la zone de contact entre Kaboul, Peshawar et le Pendjab. Donc voilà le kharoshti à l'est de l'Empire perse. Donc vous avez vraiment ces alphabets matrices, on va dire, dérivés de l'alphabet cananéen originel, l'araméen qui donne le kharoshti, le sabéen qui va donner la langue éthiopienne, on va voir tout à l'heure, et le grec qui est vraiment l'élément d'inspiration principal de tous les autres alphabets européens. Donc l'araméen va être utilisé en Inde à cette époque-là, dans le cadre de l'Empire d'Ashoka. Vous voyez donc ici une stèle de Kandahar dans le sud de l'Afghanistan, d'une province donc qui a été reconquise ou conquise par les Indiens sur les Grecs macédoniens, et donc avec une inscription en araméen d'Empire et en grec, une inscription bilingue araméen d'Empire grec. Ce sont le type de témoignages qu'on a, parce qu'on n'a pas de témoignage vraiment de l'adaptation de l'araméen au kharoshti, le kharoshti étant difficile, pas toujours évident à identifier dans sa filiation avec l'araméen, comme on voit ici. Donc on a les points communs entre le phénicien et le brahmi, et le Devanagari moderne.
Donc voilà des éléments de ce Kharoshthi, voilà une inscription Kharoshthi du même empire d'Ashoka, de l'empire Maurya, hein, donc cette fois-ci une inscription donc purement Kharoshthi. Donc le grec, l'araméen et le Kharoshthi. Donc ici on a une carte hein, qui montre le passage de ces systèmes araméens, dans le monde asiatique, en concurrence évidemment des sinogrammes, les sinogrammes qui se sont développés, rappelons-le, donc en Corée, au Japon, dans le Vietnam, et l'alphabet qui vient en concurrence très rapidement et qui vient donc d'abord par la rencontre donc, du monde achéménide et du monde indien, l'invention du Kharoshthi et donc la diffusion du système de l'Abugida, de l'Empire Maurya dans le bassin du Gange, et les systèmes donc, des langues dravidiennes avec la thalassocratie des Pallava, qui va donc être à l'origine de l'ensemble des systèmes à Abugida, des systèmes alphabétiques de l'Asie du Sud-Est, de l'Indochine et de l'Indonésie. Et de l'autre côté, on a une forme d'araméen cursif, soit le moyen persan, soit le syriaque, ou une autre forme d'araméen cursif, qui, en parallèle de l'arabe et du syriaque, se développe, ce qui est pour la langue indo-européenne d'Asie centrale, qui est le sogdien. Tandis que donc les populations du bassin du Xinjiang, elles, développent une évolution du Kharoshthi et donc du système de l'Abugida d'Inde du Nord. Et donc il va progresser, ce système d'Abugida, par la diffusion du bouddhisme, par la diffusion de l'hindouisme, puis du bouddhisme, l'hindouisme puis le bouddhisme en Asie du Sud-Est, en Indochine, en Indonésie, et le bouddhisme à travers donc, le bassin du Tarim, les Tochariens. Quant au sogdien, il va probablement inspirer les runes turques, qui sont probablement eux-mêmes à l'origine donc du système ouïghour, à moins que le système ouïghour dérive directement de systèmes d'araméen cursif, que ce soit le sogdien ou le manichéen. Le ouïghour qui va être adapté aux Mongols à l'époque de l'empire de Gengis Khan, puis aux Mandchous. Donc ici, on voit le développement donc, de ce bouddhisme d'inspiration hellénistique, hein, avec ce Bouddha vraiment gréco-bouddhique du nord-ouest de l'Inde, de l'Afghanistan actuel, de la Bactriane, du royaume gréco-bactrien, et dans ce contexte-là, le passage donc, du bouddhisme dans le Xinjiang chinois, dans le Ouïghourstan, dans le bassin du Tarim, et puis son arrivée également au Tibet. Donc on a, vous voyez, des inscriptions Kharoshthi, tocharienne et le tibétain, hein, qui en est une évolution également. Et donc l'évolution du Kharoshthi de l'époque Maurya, qui va donner le Brahmi, donc l'écriture Brahmi de l'empire Gupta, hein, au 3e, 4e, 5e siècle de notre ère, empire Gupta qui domine tout le nord de l'Inde et qui est vraiment l'origine du Devanagari actuel. Et le Brahmi Pallava, hein, donc celui de la diffusion donc, de cette thalassocratie d'Inde du Sud qui se diffuse en Asie du Sud-Est, avec donc comme aboutissement l'apparition donc du système alphabétique Khmer par exemple ici. De l'autre côté, on a la diffusion depuis le sabéen qui dérivait tout seul, qui dérivait de manière indépendante du sinaïtique. On a donc l'invention d'un système en Éthiopie à partir du sabéen, un système donc d'Abugida également, comme en Inde, mais de manière totalement indépendante. Alors peut-être qu'il y a une inspiration liée au commerce de l'océan Indien, mais génétiquement c'est difficile à identifier. On est vraiment donc sur une forme d'adaptation d'un système d'Abgad sabéen, un système d'Abgad à la langue éthiopienne, à travers donc une adaptation en Abugida. Donc chaque consonne va se décliner différemment selon sa voyelle. Et donc c'est vraiment le besoin de transcrire la voyelle hein, que les Grecs avaient développé, que la matière lectionniste avait développé. Alors ce système sabéen a aussi donc est à l'origine du système des inscriptions nord-arabiques qui se développe entre le 4e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère et qui disparaît ensuite, qui est supplanté par l'arabe d'origine nabatéenne. Donc ici d'autres alphabets, hein, l'alphabet géorgien et l'alphabet arménien qui apparaissent à peu près en même temps au 4e, 5e siècle et qui dérivent probablement d'une forme d'inspiration à partir d'un mélange d'alphabet araméen et grec. Là, on est vraiment dans des cas presque d'invention, hein, c'est un peu le cas aussi du runique. Semi-invention, semi-adaptation, on n'est pas exactement dans un lien phylogénétique. Donc, il ne faut jamais exclure hein, les possibilités d'invention pure et simple par inspiration, question qu'on se posait déjà hein, pour le passage des systèmes logographiques originels.